On s'imagine souvent que les grands débats d'idées ont lieu sur des plateaux télé ou dans des universités. Mais en réalité, parfois, les discussions les plus profondes, elles naissent tout simplement autour d'une table, entre voyants. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui, un échange vraiment fascinant qui a commencé lors d'un simple apéro en France et qui a révélé deux visions du monde, mais alors radicalement opposées. Tout est parti de là. Cette phrase, elle pose vraiment le décor. Une rencontre de quartier, à première vue banale, qui se transforme en un échange de mails intense sur la nature même de la société, de la liberté, de l'État. On va assister en quelque sorte en direct à la confrontation de leurs convictions les plus intimes. Voilà un peu comment on va suivre leur discussion. On va commencer par planter le décor de ce débat, puis on plongera dans leurs désaccords sur l'État, les services publics, la régulation, pour finir avec leurs deux visions idéales et très différentes de la société. Alors, qui sont les protagonistes ? Le document les garde anonymes. Il y a lui, qui représente une vision qu'on pourrait qualifier de gauche assez classique en France, et en face, il y a moi, qui lui se définit comme libertarien et même anarcho-capitaliste. Ce qui est génial ici, c'est qu'on a la transcription directe de leurs emails. On n'est pas dans un traité de philosophie, on est dans un dialogue authentique, brut, avec les arguments, les malentendus et même quelques petites piques. Allez, voyons comment tout ça s'est enflammé. Bon, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Le premier point de rupture, et c'est un gros morceau, c'est cette idée qui peut paraître radicale pour beaucoup, d'abolir purement et simplement l'État. Et voilà, la première réaction de lui, c'est direct, on sent presque le choc. Pour lui, la proposition de son voisin, c'est simple. C'est le chaos, le démantèlement total de l'ordre social. Mais la question c'est, est-ce que c'est vraiment ça qu'il propose ? Et c'est là que moi apporte une nuance qui est absolument essentielle. Il fait bien la différence entre sa vision et la caricature de l'anarchie. L'idée, ce n'est pas de ne plus avoir de justice ou de police, c'est de les voir comme des services fournis par des entreprises privées qui seraient en concurrence. Pour que ce soit plus concret, moi utilise des exemples qu'on connaît tous. Des vigiles privés, on en voit dans les magasins. La médiation pour régler des conflits, ça existe aussi. En fait, il soutient que ces fonctions n'appartiennent pas par nature à l'État et qu'elles existent déjà dans le monde privé. Mais alors, lui n'est pas du tout, mais alors pas du tout convaincu. Pour lui, c'est une utopie complètement irréaliste, qui va à l'encontre même de la nature humaine. Son analogie avec la fourmilière est très parlante. Il sous-entend que sans une hiérarchie imposée, la société humaine ne peut que sombrer dans le désordre. La réponse de moi, elle, est tout aussi radicale. Face à la complexité de l'État et de ses milliers de lois, il propose une simplicité presque déconcertante. Une seule règle, le droit de propriété. Et à partir de là, selon lui, tout le reste peut se construire via des accords volontaires entre les gens. Ok, maintenant, quittons un peu la théorie sur le rôle de l'État pour aborder une question beaucoup plus pratique, la gestion des services essentiels. C'est souvent là que les choses deviennent très concrètes pour tout le monde. Pour lui, les preuves sont sous nos yeux. Il prend des exemples très précis, du ramassage des ordures aux télécoms où, d'après lui, la privatisation a été une catastrophe. Plus cher, services de moins bonne qualité, ou alors des profits énormes pour quelques-uns. C'est un argument fort parce qu'il parle du quotidien des gens. Et là, attention, c'est le tournant de l'argumentation. La contre-attaque de moi est fondamentale. Il lui dit en gros, le problème, ce n'est pas le privé. Le problème, c'est ce système qu'il appelle corporatisme, une sorte de collusion entre l'État et les grandes entreprises au détriment du consommateur. Pour bien faire comprendre ce concept de corporatisme, il prend l'exemple des télécoms et il décortique le mécanisme. L'État en fait ne crée pas un marché libre, il crée un quasi-cartel protégé. Du coup, les prix élevés ne seraient pas la faute de la concurrence, mais bien de son absence. Une absence organisée par l'État lui-même. On élargit un peu le débat maintenant pour toucher au cœur de leur désaccord philosophique. La régulation dans une société, c'est quoi ? Une protection indispensable ou un instrument de contrôle et d'oppression ? Au final, tout leur échange repose sur cette grande question de la nature humaine. La réponse qu'on y apporte change tout. Est-ce qu'on a besoin d'un État fort pour nous maîtriser, ou est-ce qu'on peut croire en la capacité des individus à s'organiser eux-mêmes ? Et là, c'est un moment absolument fascinant du débat. Parce que, figurez-vous, ils sont d'accord sur le point de départ. L'être humain est égoïste. Incroyable, non ? Mais à partir de cette même idée, il tire des conclusions diamétralement opposées. Pour lui, cet égoïsme rend l'État nécessaire pour nous protéger les uns des autres. Pour moi, c'est justement cet égoïsme qui rend l'État si dangereux, parce qu'il donne un pouvoir énorme à des gens tout aussi égoïstes. Pour appuyer son argument, Moi fait un petit détour par l'histoire. Il rappelle que l'idée même de la Révolution française et des constitutions modernes à l'origine, c'était de se protéger de l'État, de limiter son pouvoir, pas de lui en donner toujours plus. De son point de vue, la régulation finit toujours par grignoter la liberté.
On arrive maintenant à la fin de leur échange. Et il devient très clair qu'ils ne sont pas juste en train de débattre de mesures politiques. En fait, ils défendent deux visions du monde idéal, deux utopies qui s'affrontent. Ce tableau résume assez bien leur demande. D'un côté, l'utopie de lui, qui est centrée sur la protection, la solidarité, gérée par le collectif, et de l'autre, l'utopie de moi, qui est fondée sur la liberté individuelle et la responsabilité. C'est important de voir que les deux sont bien des utopies, c'est-à-dire des modèles idéaux. Et lui défend sa vision avec beaucoup de passion. Il est lucide, il admet que c'est cher, que c'est compliqué à gérer, mais il l'assume comme un choix moral. C'est sa vision d'une bonne société, et il est prêt à la défendre. En face, la vision de moi, elle, change complètement notre regard sur le profit. Loin d'être quelque chose de négatif, il le présente comme le moteur le plus efficace du progrès. Le profit, ce serait en quelque sorte le seul moyen pour les entreprises de savoir si elles répondent vraiment aux besoins des gens, bien mieux que n'importe quel planificateur de l'État. Évidemment, une telle discussion ne pouvait pas se terminer par un accord total. Les fossés idéologiques sont bien trop profonds. Ils se quittent sur ce constat un peu sobre de leur désaccord. Une seule conversation, même aussi intense, suffit rarement à combler un tel écart. Et au final, c'est la question qui nous reste. Une question qui dépasse largement leur simple échange entre voisins. Ce débat met en lumière une tension qui est au cœur de toutes nos sociétés modernes. Il n'y a pas de réponse simple, bien sûr, mais la conversation entre lui et moi nous donne des clés de lecture vraiment passionnantes pour y réfléchir.